Je m'appelle Tiffany Brox. J'ai 23 ans. Et le soir où mon frère a avoué m'avoir volé $7600, j'ai appris que la trahison fait le plus mal quand tout le monde s'attend à ce que vous la tolériez. Oui, je l'ai pris, a-t-il dit de l'autre côté de la table, l'air presque ennuyé. Puis il s'est penché en arrière et a souri. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Me poursuivre en justice? Ma mère m'a dit de ne pas détruire la famille pour de l'argent. Mon père a dit que mon frère avait été sous pression et que j'étais assez jeune pour le regagner. Aucun d'eux n'a exigé qu'il rende le moindre dollar. Je les ai regardés tous les trois et j'ai compris qu'ils s'attendaient à ce que je pleure, que je le menace, et que finalement je cède comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, j'ai souri, j'ai débarrassé mon assiette, je suis monté à l'étage, j'ai photographié la serrure endommagée de ma caisse, et j'ai préparé assez de vêtements pour une semaine. À minuit, je dormais sur le canapé de ma meilleure amie. À 8 heures le lendemain matin, un avocat a appelé mon frère. 17 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. À 9 heures, j'avais 37 appels manqués de sa part, de mes parents et de proches qui voulaient soudainement m'expliquer pourquoi le vol n'était qu'un malentendu familial. Aucun d'eux ne savait ce que j'avais trouvé d'autre dans la boîte vide, pourquoi l'enregistrement du couloir avait disparu, ou comment une confession arrogante était sur le point d'exposer bien plus que $7600. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Je vivais avec mes parents près de Reno depuis 11 mois pendant que je terminais un apprentissage en maintenance aéronautique près de l'aéroport. J'inspectais les systèmes hydrauliques, remplaçais les panneaux endommagés, documentais les réparations et j'ai appris que de petites irrégularités révèlent souvent des défaillances plus importantes. Vivre à la maison me permettait d'économiser pour des outils professionnels et un programme de formation avancé dans un autre état. Les $7600 provenaient d'heures supplémentaires, d'une prime de certification et de la vente d'une moto que j'avais reconstruite à partir de pièces endommagées. Un vendeur privé avait accepté de me garder un jeu d'outils spécialisé, mais l'achat avait été retardé, alors j'ai rangé l'argent avec mes documents dans une boîte ignifugée à serrure, boulonnée sous mon armoire de chambre. Une clé restait sur mon badge de travail. Le double était scellé dans le bureau verrouillé de ma mère pour les urgences. Le jeudi matin, j'ai remarqué des rayures autour du trou de la serrure de la boîte. Les enveloppes d'argent avaient disparu, mais ma copie de passeport, ma lettre de formation, le reçu de la moto et ma carte de sécurité sociale étaient toujours là. Quiconque a ouvert la boîte savait exactement quoi prendre. J'ai vérifié ma chambre, ma voiture, mon sac de travail et mes tiroirs avant d'accepter que l'argent avait été volé. Mes parents avaient passé le mercredi après-midi à un rendez-vous médical pendant que j'avais travaillé 14 heures. Mon frère aîné était entré dans la maison peu après-midi et était parti moins d'une heure avant mon retour. Il venait souvent sans prévenir, empruntait des outils, vidait le réfrigérateur et traitait la maison comme la sienne. 6 mois plus tôt, il avait pris $400 de l'enveloppe d'urgence de mon père et ne l'avait admis qu'après qu'une caméra de banque l'ait démasqué. Mes parents avaient qualifié cet incident d'erreur. Cette fois, l'enregistrement du couloir à l'étage avait été supprimé. Le journal d'activité du cloud montrait que quelqu'un utilisant le modèle de téléphone de mon frère avait accédé aux paramètres de la caméra depuis l'intérieur de la maison à 14h18. 8 minutes plus tard, la vidéo du couloir était effacée. À 14h41, la caméra de la porte d'entrée l'a filmé partant avec une pochette à documents gris pliée sous sa veste. J'ai sauvegardé tous les fichiers avant que quiconque ne puisse à nouveau modifier le compte. Ce soir-là, mes parents l'ont invité à dîner avant que je ne mentionne l'argent manquant. J'ai placé des captures d'écran imprimées à côté de son assiette et j'ai demandé s'il était entré dans ma chambre. Il m'a accusé d'espionner les membres de la famille. Ma mère m'a dit de baisser la voix tandis que mon père m'a averti que les accusations pouvaient nuire aux relations. Mon frère les a regardés le défendre avant même qu'il ait répondu. Et j'ai vu le moment où il a réalisé qu'il n'avait plus besoin de mentir. D'accord, a-t-il dit. Je l'ai pris. Quand j'ai demandé où était l'argent, il a dit qu'il était déjà parti. Quand j'ai exigé le remboursement dans les 48 heures, il a ri et a prétendu que je vivais presque sans loyer. Donc, l'argent comptait comme ma contribution à la famille. Je lui ai rappelé qu'il ne vivait pas là et ne payait aucune des factures de nos parents. Il s'est penché plus près et a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ? Me poursuivre en justice ?» Je m'attendais à ce que mon père se lève. Au lieu de cela,
Il a dit que mon frère faisait face à des problèmes financiers et qu'une action en justice pourrait ruiner sa vie. Ma mère m'a dit que je pourrais regagner l'argent. Il ne demandait pas au voleur de sacrifier quoi que ce soit. Il demandait à l'enfant responsable d'absorber la perte. C'est pourquoi j'ai souri et je suis parti. Mon ami Harper Lewis m'a ouvert la porte de son appartement à minuit 20 du matin, portant des chaussettes dépareillées et tenant une batte de baseball parce que j'avais oublié d'envoyer un message avant de frapper. Nous nous étions rencontrés lors d'un cours de soudure au Community College 2 ans plus tôt, et elle était l'une des rares personnes à comprendre que je demandais rarement de l'aide avant d'avoir épuisé toutes les autres options. Elle m'a laissé dormir sur son canapé sans me dire quelle décision prendre, ce qui importait. Toute ma famille avait passé la soirée à m'expliquer ce que je devais à mon frère. Harper a été la première personne à me demander ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit que je voulais que l'argent soit rendu, mais que je voulais aussi comprendre comment il avait accédé au double de la clé. Le bureau de ma mère était généralement verrouillé. Si elle lui avait donné la clé en connaissance de cause, la trahison était plus grande que je ne voulais l'admettre. Harper a suggéré que je fasse des copies de chaque enregistrement avant de confronter qui que ce soit à nouveau. Nous avons passé l'heure suivante à télécharger le journal d'activité de la caméra, à conserver les messages textes, à photographier la serrure endommagée et à rédiger une chronologie pendant que les détails étaient frais. Je me suis aussi envoyé un mémo vocal décrivant la confession de mon frère et les mots exacts que mes parents avaient utilisés. La loi du Nevada autorise une personne participant à une conversation à l'enregistrer, mais je n'avais pas enregistré le dîner. Je savais que ma seule mémoire serait contestée. Le lendemain matin à 7 heures, j'ai appelé 3 avocats civils. La première réceptionniste a dit que le montant pourrait ne pas justifier les honoraires du cabinet. Le deuxième avocat m'a averti que les litiges familiaux devenaient souvent des batailles émotionnelles coûteuses et m'a conseillé d'envoyer moi-même une lettre de mise en demeure. Le troisième appel a abouti à Evelyn Carter, une avocate en contentieux civil dont le cabinet traitait les litiges de propriété, les réclamations pour fraude et les cas impliquant des accords falsifiés. Elle a posé des questions que personne d'autre n'avait posées. L'argent liquide avait-il une source documentée? Oui. Quelqu'un connaissait-il son montant exact? Mes parents, Harper, l'acheteur de la moto et le vendeur d'outils le savaient. Y avait-il des preuves que mon frère était entré dans la maison? Oui. Avait-il avoué devant des témoins? Oui. Avait-il expliqué comment il avait obtenu la clé? Non. Quand j'ai mentionné que le double de la clé était rangé dans le bureau de ma mère, Evelyn est restée silencieuse un moment. Elle m'a dit de ne pas accuser ma mère pour l'instant. Elle m'a aussi dit de ne répondre à aucun appel de mon frère jusqu'à ce qu'elle comprenne s'il essayait de créer une fausse version des événements. Son cabinet proposait une consultation à tarif réduit ce matin-là. Lors de la réunion, Evelyn a expliqué que nous pouvions déposer une plainte au civil pour réclamer l'argent volé, les frais causés par le vol et potentiellement les honoraires d'avocat en fonction des preuves et de la base juridique de l'affaire. Elle a pris soin de ne pas promettre une victoire spectaculaire au tribunal. Elle a dit que le litige n'était pas une machine où une personne insère une preuve et reçoit automatiquement la justice. Mon frère pourrait nier la confession, prétendre que l'argent était un cadeau, fabriquer un accord de prêt ou soutenir que l'argent n'a jamais existé. Même si je gagnais, recouvrer le jugement pourrait devenir une autre bataille. Voulez-vous toujours continuer? A-t-elle demandé. J'ai pensé à ma mère disant que je pouvais simplement regagner l'argent. J'ai pensé à l'enregistrement de caméras supprimées. Surtout, j'ai pensé au sourire de mon frère quand il m'a demandé si je le poursuivrais en justice. Commencez par la lettre de mise en demeure, ai-je dit. Evelyn a rédigé un avis concis décrivant le montant pris, les preuves conservées, le délai de remboursement et les conséquences d'un défaut de réponse. Elle a appelé mon frère peu après 8 heures. Il a répondu car il supposait que le numéro inconnu appartenait à un client du concessionnaire de véhicules de luxe où il travaillait. Selon Evelyn, son ton a changé dès qu'elle s'est identifiée. Il a d'abord nié avoir pris quoi que ce soit. Quand elle a mentionné le journal de la caméra et les 2 témoins de sa confession, il a dit que l'argent avait été un prêt familial. Evelyn a demandé s'il avait un accord écrit. Il a prétendu que oui. C'était le premier mensonge que nous pouvions documenter. À 8h17, mon téléphone a sonné. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a rappelé, puis a envoyé un message m'accusant de lui avoir tendu une embuscade. Mes parents ont appelé ensuite. Ma mère a dit qu'un avocat avait effrayé mon frère au travail.
Mon père a exigé de savoir si je comprenais comment des accusations légales pouvaient affecter sa carrière. Des proches se sont joints à eux en moins d'une heure parce que mon frère leur avait déjà dit que je le poursuivais pour de l'argent qu'il avait emprunté avec permission. 37 appels sont apparus avant 9 heures. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai écouté les messages vocaux avec Evelyne. Mon frère a changé 4 fois de version de l'histoire en moins de 40 minutes. Dans la première, l'argent n'a jamais existé. Dans la deuxième, je le lui avais donné. Dans la troisième, notre mère l'avait autorisé à le prendre en remboursement des dépenses du ménage. Dans la quatrième, il prétendait que j'étais mentalement instable et que je l'avais probablement égaré. Chaque contradiction renforçait mon dossier, mais un message vocal a attiré l'attention d'Evelyne pour une autre raison. Mon frère a dit, tu as laissé la clé là où maman a dit qu'elle serait. Il a peut-être parlé sous le coup de la colère, mais il venait de révéler que ma mère lui avait dit où trouver le double. Je suis retourné chez mes parents cet après-midi-là avec Harper et j'ai récupéré le reste de mes affaires. Ma mère se tenait dans le couloir en pleurant et a admis que mon frère avait demandé l'accès à mes documents d'urgence parce qu'il prétendait avoir besoin d'une copie du reçu de vente de la moto pour un problème d'assurance. Elle lui a donné la clé du bureau. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il ouvrirait ma boîte à serrure. Je crois qu'elle n'avait pas planifié le vol, mais je savais aussi qu'elle lui avait donné accès à mes dossiers privés sans me le demander. Mon père a qualifié ma réponse juridique de cruelle. J'ai demandé s'il avait qualifié le vol de cruel. Il n'avait pas de réponse. Avant que je ne parte, mon frère est arrivé et a bloqué l'allée avec sa voiture. Il a offert de rembourser $1000 si je signais une déclaration disant que le reste avait été un cadeau. Quand j'ai refusé, il m'a averti qu'il possédait la preuve que je lui avais prêté la totalité du montant. Evelyne avait prédit ce coup. Je lui ai dit d'envoyer tout à mon système familial conçu pour le protéger. À partir de ce moment, chaque mensonge devrait survivre aux preuves. 2 jours plus tard, l'avocat de mon frère a envoyé par courriel à Evelyne une photographie d'un accord manuscrit affirmant que je lui avais prêté $7600 pour des frais professionnels et que je n'exigerais pas de remboursement pendant 12 mois. Mon nom apparaissait en bas à l'encre bleue. La signature ressemblait à la version abrégée que j'utilisais sur les formulaires de livraison de routine, mais je ne l'utilisais jamais sur des documents légaux ou financiers. J'ai aussi remarqué une faible grille imprimée près du bord du papier. Cela ressemblait au verso d'une feuille de travail d'inspection de mon lieu de travail. Les employés ramenaient parfois des copies de formation jetées à la maison. Et des mois plus tôt, mon frère avait pris une pile de mon bac de recyclage pour l'utiliser comme note au concessionnaire. Evelyne a exigé le document original. Mon frère a d'abord prétendu qu'il avait été perdu, puis endommagé par du café, puis détruit lors d'un nettoyage de bureau. Pendant que nous contestions l'accord, il a commencé à m'attaquer publiquement. Dans la discussion de groupe de la famille élargie, il a prétendu que j'avais investi dans l'une de ses opportunités commerciales, que j'avais changé d'avis après son échec et que j'avais engagé un avocat pour le punir. Plusieurs proches l'ont cru. Ma tante a dit que les frères et sœurs ne devraient pas aller au tribunal pour des malentendus. Un cousin m'a accusé de jalouser le succès de mon frère. Ma mère m'a demandé de ne pas répondre car exposer sa confession embarrasserait la famille. Je suis resté silencieuse sur les conseils d'Evelyne. Mon frère a pris le silence pour de la faiblesse et a contacté mon superviseur en prétendant faussement que je volais des fournitures d'avion pour les vendre en ligne. Parce que les installations aéronautiques traitent sérieusement les allégations de sécurité, j'ai été temporairement retiré d'un projet pendant que la direction examinait les registres d'accès. L'audit n'a trouvé aucune pièce ou outil manquant lié à moi. Les registres de sécurité ont également prouvé que mon frère n'était jamais entré dans la zone de maintenance contrôlée. Mon superviseur m'a innocenté, a conservé le message vocal et a documenté la fausse accusation. Evelyne a averti son avocat que toute nouvelle ingérence dans mon emploi serait soulevée au tribunal. Son avocat a semblé surpris, suggérant que mon frère lui avait caché l'appel. Peu de temps après, le vendeur d'outils m'a contacté et a révélé qu'un homme utilisant mon nom de famille avait appelé le lendemain du vol, essayé d'annuler mon achat et demandé une déclaration disant que je n'avais plus besoin des outils. Le numéro enregistré appartenait à mon frère. Il n'avait pas seulement volé l'argent, il avait essayé d'effacer la preuve de son objectif. Evelyne a ensuite obtenu une assignation restreinte pour les registres de l'imprimante du concessionnaire. Le journal a montré que mon frère a imprimé un fichier appelé prêt Tiffany Final 6 jours après le vol, immédiatement après avoir reçu la lettre de mise en demeure. L'accord n'aurait pas pu exister 3 semaines plus tôt comme il le prétendait.
Nous devions encore expliquer ma signature. Harper s'est souvenu d'une carte de vœux que j'avais signée pour mon père plusieurs mois auparavant. La carte avait disparu de l'étagère de la cuisine. Après qu'Evelyn ait averti que la destruction de preuves pouvait entraîner des conséquences juridiques, ma mère l'a trouvée dans une boîte de garage avec le coin inférieur découpé. La section manquante contenait ma signature abrégée. Un expert en documents a déterminé plus tard que la signature sur le prétendu accord de prêt avait été copiée à partir d'une photographie plutôt qu'écrite directement sur la page. Ma mère a finalement compris que protéger son fils l'aidait à fabriquer des preuves. Elle a accepté de fournir une déclaration confirmant qu'il avait avoué au dîner et que je ne lui avais jamais offert de prêt. Mon père a d'abord refusé, disant qu'il ne témoignerait contre aucun de ses enfants. Pendant ce temps, mon frère a manqué la date limite de remboursement, alors nous avons intenté le procès. Le matin où il a reçu les papiers au travail, il m'a laissé un message vocal. « Tu penses que tu as gagné parce que tu as trouvé de la paperasse ? Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. » La menace m'a effrayé, mais elle a aussi clarifié la vérité. Il n'essayait plus de résoudre un différend familial. Il essayait de me vaincre et de me faire taire. L'instruction a révélé que les finances de mon frère étaient bien pires que ce que tout le monde soupçonnait. Il gagnait un salaire respectable chez un concessionnaire de véhicules de luxe et publiait des photos de restaurants chers, de casinos et de week-ends. Mes parents le croyaient prospère. En réalité, il devait de l'argent à des prêteurs en ligne, avait maximisé 4 cartes de crédit et avait pris des avances sur ses futurs chèques de paie. La plupart de la dette provenait de paris sportifs. Il doublait à plusieurs reprises ses mises pour récupérer les pertes antérieures. Et la semaine où il m'a volé, il devait près de 19 000 $. Les relevés bancaires ont montré que le matin après être entré dans ma chambre, il a déposé 7 100 $ en espèces en 2 transactions. Il a gardé 500 $ en dehors de la banque. Cet après-midi-là, 6 800 $ sont allés à des comptes de paris et à des prêteurs à taux d'intérêt élevés. L'argent restant a payé une suite d'hôtels et un dîner pendant un week-end qu'il a plus tard décrit en ligne comme une conférence d'affaires. Le vol n'avait pas été un acte impulsif de survie. Il avait financé l'apparence qu'il était toujours prospère. Les mêmes registres ont révélé des paiements de clients inhabituels entrant sur son compte depuis le concessionnaire. Evelyn a conservé ces registres car ils aidaient à établir le mobile financier, bien qu'elle ait évité les accusations sans rapport avec ma réclamation. Mon frère a répondu en intensifiant. Il a créé un compte de médias sociaux en utilisant une variation de mon nom et a publié que j'avais été licencié pour vol. Il a envoyé des courriels anonymes à mon programme de formation avancé en prétendant que j'avais falsifié mes heures de travail. L'école me les a transmis car ils contenaient des détails personnels que seule une personne proche de moi pouvait connaître. Les enregistrements techniques les ont reliés au service Internet enregistré à son appartement. Evelyn a obtenu une ordonnance du tribunal interdisant le harcèlement et l'ingérence dans l'emploi ou l'éducation. Il l'a violée dans les 48 heures en plaçant des copies du faux accord de prêt sur les voitures du parking de mon lieu de travail avant l'aube. Les images de sécurité ont capturé son visage, son véhicule et sa plaque d'immatriculation. Mon employeur a émis un avis d'interdiction de propriété et Evelyn a demandé des sanctions. Son premier avocat s'est retiré peu de temps après avoir appris que l'accord était probablement fabriqué et que mon frère avait caché ses représailles. Son nouvel avocat a présenté une autre histoire. Mon père l'aurait autorisé à prendre l'argent parce que je devais des années de loyer impayés. Notre véritable arrangement était que je payais la facture Internet, faisais les courses et entretenais les voitures de mes parents en échange de vivre à la maison pendant mon apprentissage. Les reçus et les relevés bancaires ont prouvé que je l'avais rempli. Mon père a finalement signé une déclaration confirmant que je ne devais aucun loyer et qu'il n'avait jamais autorisé quiconque à prendre mes économies. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était la première fois qu'il choisissait la vérité plutôt que le silence. Le tournant pour ma mère est survenu lorsqu'elle a trouvé des avis de prêt au nom de mon frère qui mentionnaient également mes parents comme emprunteurs responsables. Il croyait avoir co-signé un prêt d'investissement de 9 000 $. Les relevés montraient plus de 26 000 $ dû parce que le prêt avait été refinancé 2 fois. Ma mère a nié avoir signé le deuxième document de refinancement. Sa signature avait la même apparence rigide et copiée que la mienne sur le faux accord. Elle a réalisé que mon frère avait utilisé leur confiance tout comme il avait utilisé la mienne. D'abord pour obtenir l'accès, puis pour prendre de l'argent, et enfin pour se cacher derrière la loyauté familiale. Elle s'est excusée de m'avoir dit de laisser tomber le vol. Je lui ai dit que reconstruire la confiance exigerait plus que des regrets. Elle l'a accepté.
Mes parents ont engagé un conseil distinct concernant les documents de refinancement. Leur avocat a notifié le prêteur d'une suspicion de fraude. À l'approche du procès, Evelyne m'a préparé à des questions difficiles. Pourquoi avais-je gardé de l'argent à la maison? Parce que l'achat d'outils retardés nécessitait un paiement certifié. Pourquoi n'avais-je pas signalé le vol à la police immédiatement? Parce que mon frère a avoué et que mes parents m'ont pressé de garder cela privé. Après avoir conservé les preuves, j'ai déposé une plainte. Pourquoi n'y avait-il pas de vidéo de lui ouvrant la boîte? Parce que l'enregistrement pertinent avait été manuellement supprimé d'un appareil qui lui était lié. Une semaine avant le procès, mon frère a offert de rembourser 3 000 $ sur 2 ans si je retirais l'affaire, signait un accord de confidentialité et décrivait publiquement tout comme un malentendu. J'ai refusé. Accepter moins d'argent n'était pas le vrai problème. Signer un autre mensonge l'était. Il avait compté sur mon silence depuis le début, et je n'allais pas le lui revendre. La salle d'audience était plus petite et moins dramatique que ce que la télévision m'avait appris à attendre. Il y avait des néons, des dossiers de pièces à conviction, et deux côtés d'une famille assis séparément parce qu'une personne croyait qu'il était plus facile de voler la confiance que de la gagner. Ma mère était assise derrière Evelyne et moi. Mon père a choisi un siège près du fond. Mon frère est entré vêtu d'un costume bleu marine et avait l'air calme jusqu'à ce qu'il voie des copies agrandies du journal d'activité de la caméra sur notre table. Evelyne a commencé par les faits documentés. Je possédais 7 600 $ provenant de revenus identifiables et de la vente d'une moto. Je les ai rangés dans une boîte verrouillée. Mon frère est entré dans la maison pendant que je travaillais. Un enregistrement du couloir a été supprimé d'un appareil qui lui était lié. Il est parti en portant une pochette ressemblant à celle contenant l'argent. Il a avoué au dîner, a déposé presque le même montant le lendemain matin et l'a dépensé pour des dettes de Paris. Après avoir reçu une lettre de mise en demeure, il a créé un faux document de prêt et a interféré avec mon travail. L'avocat de mon frère a soutenu que les finances familiales étaient informelles et que mon frère croyait sincèrement que l'argent lui avait été prêté. Quand j'ai témoigné, l'avocat m'a demandé pourquoi je gardais de l'argent à la maison, pourquoi ma mère détenait un double de la clé, et si j'avais déjà aidé financièrement mon frère. J'ai admis lui avoir prêté 200 $ une fois et avoir payé pour un pneu endommagé. Il a utilisé ces actes pour suggérer qu'un prêt plus important était plausible. J'ai répondu qu'aider quelqu'un auparavant ne l'autorisait pas à entrer dans un contenant verrouillé plus tard. Quand mon frère a témoigné, il a affirmé que je lui avais offert l'argent pour un investissement dans un concessionnaire et que je voulais de l'argent liquide pour éviter les impôts sur les rendements. Cette allégation n'était jamais apparue dans les déclarations antérieures. Evelyne a demandé pourquoi son premier avocat l'avait décrit uniquement comme un prêt personnel. Il a prétendu que l'avocat avait mal compris. Elle a demandé pourquoi l'accord écrit interdisait le remboursement pendant 12 mois, mais ne mentionnait aucun rendement d'investissement. Il a dit « je l'ai mal rédigé ». Il a témoigné que je l'avais signé à la table de la cuisine de mes parents avec un stylo noir. L'accord montrait de l'encre bleue. Il s'est corrigé. Evelyne a ensuite montré la carte de vœux avec le coin manquant, la signature copiée et le journal de l'imprimante du concessionnaire prouvant que le document avait été créé après le vol. Un expert en documents a témoigné que ma signature avait été reproduite à partir d'une autre image et imprimée sur l'accord. Mon frère a cessé de regarder le juge et a fixé son avocat. Evelyne a demandé pourquoi il avait appelé le vendeur d'outils et tenté d'annuler mon achat. Il l'a nié jusqu'à ce que les relevés téléphoniques montrent un appel de 6 minutes depuis son numéro. Il a prétendu qu'un collègue avait utilisé son téléphone mais n'a pas pu en identifier un. Elle a demandé pourquoi il m'avait accusé de voler des fournitures d'avion. Il a dit qu'il avait entendu des rumeurs, mais son message vocal affirmait qu'il m'avait personnellement vu retirer des articles d'une zone où les registres de sécurité prouvaient qu'il n'était jamais entré. Ensuite, Evelyne a affiché ses transactions bancaires, 2 dépôts en espèces, des paiements de Paris, des remboursements de prêts et des frais d'hôtel. Elle a demandé quel investissement de concessionnaire avait reçu l'argent. Il a nommé une entreprise de detailing de véhicules, mais son propriétaire avait déjà soumis une déclaration attestant qu'aucun investissement n'existait. Sa défense s'effondrait, mais la preuve décisive est venue du système de sécurité de la maison de mes parents. Des mois plus tôt, un capteur de bris de verre avait accidentellement conservé une partie d'une dispute dans la cuisine entre mon frère et ma mère. Dans l'enregistrement, elle lui demandait pourquoi il avait pris toutes mes économies au lieu de me demander de l'aide. Il a répondu parce qu'elle aurait dit non et j'en avais besoin avant vendredi. Quand elle lui a dit de rendre ce qui restait,
il a dit, il ne reste plus rien. Elle s'en remettra. Elle le fait toujours. Mon père a averti que je pourrais engager un avocat. Mon frère a ri et a répondu, elle ne me poursuivra pas. Elle se soucie trop d'être la bonne fille. La salle d'audience est devenue silencieuse. Evelyne s'est approchée de lui avec une dernière question. Quand vous avez dit à votre mère que Tiffany aurait refusé, décriviez-vous un prêt volontaire? Il a dit qu'il était en colère et ne se souvenait pas du contexte. Evelyne a placé le faux accord à côté de la transcription. Vous avez témoigné que Tiffany vous a offert 7600 $ et a signé cet accord. Pourtant, quelques jours plus tard, vous avez dit que vous l'aviez pris parce qu'elle aurait refusé. Quelle déclaration est vraie? Il a regardé le juge, mes parents et son avocat. Finalement, il a dit j'allais le remettre avant qu'elle en ait besoin. Evelyne a demandé si j'avais donné ma permission. Pas exactement, a-t-il murmuré. Elle a demandé s'il avait ouvert la boîte à serrure en sachant que je dirais non. Il a répondu oui. Ce seul mot a détruit la dernière version de son histoire. La juge a ordonné des soumissions écrites concernant les dommages, les honoraires d'avocat, les représailles et les sanctions. Elle a également ordonné que le document fabriqué et le témoignage soient conservés pour examen par les autorités compétentes. Dans le couloir, mon frère m'a accusé de ruiner sa vie. Un officier de justice s'est interposé entre nous. Je lui ai dit, tu aurais pu rendre ce que tu as volé. Avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment, son téléphone a commencé à sonner. Son employeur avait appris que du matériel de l'entreprise aurait pu être utilisé pour créer de fausses preuves. La décision écrite est arrivée 12 jours plus tard. La juge m'a accordé la totalité des 7600 $, une compensation pour la serrure endommagée et l'achat d'outils retardés, ainsi que les frais liés à l'ingérence de mon frère dans ma formation. Elle l'a également condamné à payer une grande partie de mes honoraires d'avocat parce que son accord falsifié, son témoignage contradictoire, son harcèlement et la violation de l'ordonnance du tribunal avaient inutilement prolongé l'affaire. Le jugement total dépassait 24 000 $. Il n'incluait pas ses autres dettes. Mes parents contestaient les documents de refinancement ou toute conséquence liée aux preuves fabriquées. Gagné n'a pas fait apparaître l'argent immédiatement. Mon frère a refusé le paiement volontaire, alors Evelyne a entamé des procédures d'exécution. Ses comptes ne contenaient presque rien. Ses meubles étaient loués. Ses vêtements de marque étaient achetés à crédit. Et son VUS de luxe portait plus de dettes que de valeur. La vie réussie qu'il affichait en ligne avait été construite avec de l'argent emprunté, des obligations cachées et des gens qui lui faisaient confiance. Le concessionnaire l'a mis en congé après avoir découvert qu'il utilisait les systèmes de l'entreprise pour créer des preuves et avait faussement impliqué un sous-traitant au tribunal. Un audit interne a ensuite découvert des irrégularités dans plusieurs comptes clients. Je ne faisais pas partie de cette enquête, mais le concessionnaire l'a bientôt licencié. Son VUS a été saisi. Son propriétaire a entamé une procédure d'expulsion et un prêteur privé a obtenu un autre jugement. Quand il a demandé à revenir vivre chez mes parents, ma mère a refusé à moins qu'il n'entre en traitement pour le jeu, ne cède le contrôle de ses finances et ne se conforme à chaque ordre de remboursement. Il l'a accusé de me choisir plutôt que lui. Elle a répondu qu'elle choisissait enfin la vérité plutôt que la peur. Les proches qui m'avaient attaqué sont devenus silencieux. Certains se sont excusés, bien que beaucoup aient passé plus de temps à expliquer avec quelle conviction il avait menti qu'à reconnaître à quel point il m'avait traité cruellement sans poser une seule question. Je n'ai pas cherché de vengeance publique. J'ai simplement cessé de donner un accès automatique aux personnes qui croyaient que la loyauté familiale signifiait que je devais rester silencieuse pendant qu'ils me jugeaient. Le mariage de mes parents a également souffert. Mon père a admis qu'il avait reconnu le schéma de mon frère des années plus tôt, mais l'avait minimisé parce que la confrontation lui donnait l'impression d'être un parent raté. En sauvant son fils des conséquences, il pensait préserver la famille. Au lieu de cela, il lui a appris que quelqu'un d'autre absorberait toujours les dégâts. Ma mère a commencé une thérapie et m'a demandé d'assister à une séance avec elle. J'ai accepté, mais j'ai clairement indiqué que la réconciliation serait progressive. Plusieurs mois plus tard, Evelyne a récupéré une partie du jugement grâce à une retenue sur salaire de l'emploi temporaire de mon frère dans un entrepôt. De l'argent supplémentaire est venu de la vente de biens personnels. Le remboursement était lent, mais le jugement signifiait qu'il ne contrôlait plus si je méritais de le recevoir. J'ai financé les outils par l'intermédiaire de mon employeur, suis entré dans le programme de maintenance avancée et j'ai obtenu une spécialisation en essais non destructifs,
le processus de recherche de dommages structurels cachés avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. L'ironie était impossible à manquer. Le matin où j'ai quitté le Nevada, mon père m'a aidé à charger ma boîte à outils dans ma voiture et s'est excusé sans exiger un pardon immédiat. Il a admis que lorsque mon frère a avoué, il savait que j'avais raison, mais craignait que me soutenir ne pousse son fils plus profondément dans la crise. Je lui ai dit que sa peur m'avait plutôt poussé hors de la famille. Il a hoché la tête parce qu'il n'y avait rien à contester. 6 mois après le procès, mon frère a appelé d'un numéro inconnu. Il ne s'est pas excusé. Il m'a demandé de signer une déclaration demandant la clémence dans l'une des enquêtes et m'a rappelé que nous avions grandi ensemble. J'ai écouté jusqu'à ce qu'il ait fini, puis j'ai demandé s'il se souvenait d'avoir ri au dîner et d'avoir demandé ce que je pouvais bien faire. Il est devenu silencieux. Je lui ai dit que je n'avais pas causé son licenciement, ses dettes, la saisie de ses biens, ses problèmes juridiques ou ses relations endommagées. Ces conséquences provenaient de choix qu'il avait fait bien avant que j'appelle Evelyne. La seule chose que j'avais faite était de refuser de les porter pour lui. Je n'ai pas signé la déclaration. 1 an après le vol, j'ai terminé la première étape de ma certification et j'ai accepté un poste permanent avec un salaire plus élevé et un soutien aux frais de scolarité. J'ai gardé le reçu de vente de la moto et le premier chèque de remboursement à côté de mon établi, non pas comme des trophées, mais comme des rappels que les 7600 $ représentaient des centaines d'heures de discipline et de sacrifice. Mon frère l'a traité comme disponible parce qu'il croyait que son urgence importait plus que mon avenir. Mes parents étaient initialement d'accord parce qu'ils confondaient la responsabilité avec un sacrifice de soi sans fin. Ce schéma a pris fin lorsque j'ai quitté la table du dîner. Je croyais autrefois qu'une limite signifiait m'expliquer jusqu'à ce que l'autre personne comprenne enfin. Maintenant, je sais qu'une limite est une décision sur ce qui se passe lorsque quelqu'un franchit une ligne, même s'il refuse de l'accepter. Poursuivre mon frère en justice n'a pas effacé le chagrin de perdre la relation que je pensais que nous avions. Cela m'a appris que les titres familiaux ne créent pas automatiquement l'honnêteté, le respect ou la sécurité. Le sang peut relier les gens, mais il ne donne à personne la propriété de l'argent, du travail, de la vie privée, de l'avenir ou du silence d'une autre personne. La leçon la plus profonde n'était pas que la vengeance fait du bien. Voir sa vie s'effondrer ne m'a pas rendue heureuse. La leçon était que la responsabilité semble souvent cruelle aux personnes qui ont bénéficié de votre manque de limites. Quand quelqu'un est à l'aise de prendre ce qui vous appartient, votre premier refus peut sembler une attaque. Cela ne le rend pas mauvais. Mon frère croyait que je protégerais sa réputation parce que j'avais toujours protégé la paix de la famille. Mes parents croyaient que je m'en remettrais parce que j'avais toujours été forte. Aucun d'eux ne s'est demandé ce que leur paix et ma force m'avaient coûté. Alors, quand il a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Me poursuivre en justice, il demandait en réalité si j'étais enfin prête à cesser d'absorber chaque blessure pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Ma réponse a été oui. Je l'ai poursuivi en justice et j'ai gagné. Mais la chose la plus importante que j'ai récupérée n'était pas l'argent. C'était le droit de décider qu'aimer quelqu'un n'exige pas de lui permettre de détruire ce que j'ai travaillé à construire. Dites-moi honnêtement, si votre frère avouait avoir volé votre avenir pendant que vos parents vous disaient de laisser tomber, partiriez-vous ou lui donneriez-vous une autre chance? Merci d'avoir suivi ce voyage émotionnel. Cette histoire est complètement fictive, et uniquement à des fins de divertissement et de réflexion. Nous espérons qu'elle vous rappelle que lorsque les gens confondent votre pardon avec de la faiblesse, vous avez le droit de fermer la porte, de protéger votre paix et de vivre sans avoir à vous expliquer encore et encore.